Cette semaine, dans le balado, on fait des rénovations qui tournent mal, on profite de notre célébrité et on assiste à la naissance d'une paire d'espadrilles légendaires. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Tu m'as tenu en haleine. Ah, Je savais pas, c'est ça qu'on disait. Il y avait pas mal de films cette semaine, je savais pas lesquels tu mettrais d'entrée de jeu. Écoute, oui, c'est un menu assez chargé. J'avais le choix. Je suis allé pour des valeurs sûres, je crois. Ah, ben c'est correct aussi. C'est comme des fois aussi, les médias nous. Ben, les médias, les relations de presse et tout nous disent vous parler de tel film, on le fait un peu, mais on connaît aussi notre public cible. Là, fait que des fois, c'est ce qu'on met d'entrée de jeu dans ton introduction. Et je suis toujours au bout de tes lèvres parce que je sais pas d'avance qu'est-ce que tu vas dire. Et voilà, c'est ma petite surprise de la semaine que j'aime bien te réserver. Donc, oui, beaucoup de sorties en cette fin de semaine pascale qui débute. Donc, comme on disait, pas de film religieux pour nous au Québec, en tout cas. Il y en a un sorti aux États-Unis la semaine dernière qui semble bien fonctionner. Sûrement, mais je pense que c'est plus underground. Il y a des années qu'il y a vraiment La Passion du Christ et tout. Je sais même pas si c'était sorti à cette période-là, sûrement. Je pense que oui, de mémoire, là, mais c'est loin, effectivement. Tu sais, les deux grosses périodes religieuses, c'est genre Noël puis Pâques. Ouais. Puis Noël, t'es mieux d'être dans le léger, là, un peu plus que dans les violences physiques et la mise à mort. Bref. Ouais. Puis il y a des années aussi, il y avait des dessins animés de Pâques, là, vraiment Hop, par exemple, le petit lapin et tout, mais t'as une limite à en avoir un à chaque année dans la thématique, mettons, là. Alors oui, cette année, le film familial va complètement ailleurs. Ouais. Ce sera pour les nostalgiques, on en reparle dans quelques instants. Sinon, un petit tour d'actualité. Quand même, grosse semaine avec plusieurs nouvelles intéressantes. Vas-y, moi, c'est ça, j'ai rien noté, mais on en a sûrement parlé au bureau, fait que tu vas en parler. Je vais dire, ben oui, c'est vrai. Tu commenteras à ce moment-là. Voilà. Grosse nouvelle quand même pour les cinéphiles, je pense, qui seront gagnants, surtout pour les fans de Martin Scorsese et Ridley Scott, alors qu'Apple finance leur prochain projet, Killer the Flower Moon pour Scorsese et Napoléon dans le cas de Ridley Scott. Alors, ils ont annoncé qu'il y aurait une sortie grande sortie en salle, donc on ne semble pas vouloir imiter le modèle Netflix. Souvent, eux, dans les dernières années, c'était comme quelques centaines de salles, une semaine ou deux pour se qualifier pour les Oscars, là, alors qu'ici, on est ailleurs. Killer of the Flower Moon sortira le 6 octobre et le Napoléon, lui, le 22 novembre pour le Thanksgiving. Okay. Quand même deux grosses productions. On sait Killer of the Flower Moon, qui est une espèce de western sur le crime organisé, un western mafia, en fait, qui se déroule dans les années 20 sur une espèce de magouille, en fait, qui est une vraie histoire sur une tribu, les Osage. Je m'excuse si ça se prononce pas comme ça, qui avait découvert de l'huile, du pétrole, en fait, sur leur terre et une espèce de cattle ranch, de maître de... Comment on appelle ça? Je sais pas, le propriétaire terrien? Ouais, mais tu sais, aux États-Unis, les cattle ranch, c'est ceux qui ont des espèces de fermes, en fait, de fermiers, de vaches, ou je sais pas trop quoi, qui s'étaient mis à mettre des contrats sur la tête de ces gens-là qui avaient hérité de ces sommes, là, parce qu'ils étaient plusieurs dans la communauté. Et c'est un des premiers cas du FBI qui venait d'être formé dans ce moment-là. Donc, c'est un peu ce qui a mis le FBI sur la carte. Donc, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, quand même. Surtout, je sais que c'est... Qui dit Scorsese, oui, tu t'en vas là. Bonne durée de film, hein, c'est ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ça agace à chaque fois qu'on parle de la durée, mais il y a des durées qui sont quand même iconiques. Moi, tu sais, 2h15, 2h20, c'est juste qu'il faut que tu le justifies, mais c'est pas si rare que ça. Mais là, 3h20 qu'on annonce pour Killer of the Flower Moon, ça, c'est un bon morceau. Et c'est ça, comme on dit souvent, on se répète, là, mais pour les salles de cinéma, c'est compliqué. Tu peux le mettre juste 3 fois par jour. Ça te donne pas nécessairement des belles heures. Tu peux pas le mettre à 9h45 le soir, parce qu'il va finir à 2h du matin. Là, tout à fait. Fait que t'es comme pogné là, à mettre ça à midi, à 4h, puis à 8h30 ou quelque chose de même. 8h30, ça donne un bon show, mais tes deux autres sont un petit peu comme... Mais bref, ça, c'est du jargon de cinéma. Mais oui, c'est ça, on s'en jasait un peu, puis j'avais oublié, c'était Napoléon, leur deuxième film. Et c'est une super bonne nouvelle, parce que Netflix, je comprends pas ce qu'ils font avec ça. Clairement, Netflix est dans la
quantité avant la qualité. Là. Ça, il y a du stock constamment. C'est pas tous des coups de circuit. Là. Ils mitraillent. Mais ils ont certaines bonnes propriétés intellectuelles, surtout dans les séries télé. Mais dans les films, ils commencent. On voit qu'ils ont annoncé aussi, en tout cas, Extraction 2, qui est un film d'action qui mériterait d'être au cinéma, ce genre de film-là. Dès que tu as les Russo Brothers dans ton générique en producteur ou en auteur ou en réalisateur, là, mais pas dans ce cas-ci, mais c'est intéressant, ils en ont fait de l'argent avec les Marvel qui ont touché. Ouais. Surtout avec une vedette comme Chris Hemsworth aussi. Exactement. Donc, oui. Mais souvent, comme tu disais, quand ils font l'offre pour les cinémas, c'est une semaine seulement. Puis là, mais une semaine au cinéma, ça vaut pas la peine. Oui, des fois, il y a des films qui font juste une semaine, mais c'est parce que c'est des échecs. Fait que, c'est ça. Malheureusement, on passe à autre chose. Mais ils l'ont fait encore avec Knives Out. On l'annonce une semaine avant, vous pouvez l'avoir dans les cinémas, juste une semaine. Finalement, ils ont décidé d'autoriser une deuxième semaine, mais après, ils le retirent. Puis après, tu sais, toi, il faut que tu refuses en tant que propriétaire de salle des films avec des distributeurs réguliers que tu travailles depuis quelques semaines. Est-ce que tu vas prendre mon film? Je vais essayer, ça devrait, je te reviens. Puis là, il arrive un truc comme ça qui est une grosse offre, mais comme il y a un revers à la médaille. Fait que pour eux, c'est bizarre. Puis il me semble même d'entrée de jeu, pas d'entrée de jeu, mais en entrevue, le genre de CEO, quelque chose comme ça, aux relations de presse, avait dit ouais, je pense qu'on a laissé de l'argent sur la table avec Knives Out. Mais oui, tu aurais pu le laisser tout le temps des fêtes. D'autant plus que le premier avait fait ça, il était sorti à Thanksgiving, il avait été moyen, mais tout le temps des fêtes, il s'était maintenu un genre de 15 millions par semaine, plein de semaines et tout. Fait que c'est cool de voir que du côté d'Apple TV, on se dit non, si... tu sais, puis en plus, un Scorsese, ça fera pas 800 millions mondialement, là, mais ça donne plus de sérieux puis de qualité à ton produit, je pense, de dire non, on fait tout le parcours cinéma, puis après, l'exclusivité, elle sera sur Apple TV, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs plateformes. Ayez vos exclusivités. Tu vas forcer les inscriptions, mais... Ouais, et ce qui est le fun aussi, c'est qu'en termes de mise en marché, il semble y avoir un délai aussi entre ta présentation sur leur plateforme. Donc, on va vraiment laisser la chance au cinéma de jouer le film. D'épuiser le film. Puis après ça, on va l'installer. Donc, puis on peut dire la même chose d'Amazon aussi, qui ont eu cette stratégie-là cette semaine avec un des films à l'affiche. Oui, avec Air, on en reparlera. Tout à leur honneur aussi. Puis, parfait. Parce qu'Amazon Studios, ça fait un bout qui produisait des films là, quand même. Mais là, c'est depuis l'achat aussi de MGM et tout. On se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec éventuellement James Bond et tout. C'est de dire, non, nous autres, les films, c'est pour le cinéma. Là. Puis ils ont tous des fois des petits films. Disney le fait aussi. Là, oui. Ils ont un deal avec Hulu de produire certains films, mais c'est plus des TV movies un peu. Ils l'ont fait avec le dernier Prey, là, par exemple, qui n'est pas sorti en salle. Mais ça aurait été correct. On a vu les chiffres de 65 ou quoi que ce soit. Maintenant, oui, ce film-là aurait été le fun sur grand écran, mais je pense pas qu'il aurait rapporté tant que ça d'argent. Fait que c'est bien correct. Il y a toujours eu des TV movies, des direct ou DVD, des affaires comme ça. Maintenant, la technologie fait qu'ils sont de meilleure qualité qu'avant, mais il n'y a pas de place pour tous les films au cinéma de toute façon. Mais donne une chance à tes meilleurs poulains. Voilà. Et pour terminer, donc, avec ce Napoléon de Ridley Scott qui mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. Alors, on suit vraiment la montée au pouvoir de ce singulier personnage. Évidemment, très important dans l'histoire. Mais je n'ai pas duré de temps. J'imagine ça aussi, ça devrait être un bon 3 heures. Là, je peux pas c'est croire. Ridley Scott en plus? Ah ouais, moi je dis un 2h40. Là, facile. Puis, grosse année, Joaquin Phoenix. Beau is Afraid dans 2 semaines. Napoléon, puis Joker 2 aussi, c'est cette année, il me semble. L'an prochain. Ah, c'est 2024, ouais. En tout cas. Il vient de terminer le tournage. D'ailleurs, puis je ne sais pas si tu as vu, quelques images ont circulé sur les internets où on voyait aussi Harley Quinn, donc Lady Gaga. Bien hâte de voir ça. Dans les reprises Disney, on sait que c'est rendu une vache à lait pour eux. La petite sirène s'en vient au mois de mai. On a annoncé cette semaine, quand même surprenant comme choix, un Moana en prise de vue réelle avec, évidemment, Dwayne Johnson qui va reprendre son rôle. Lui faisait comme le père. J'ai jamais vu Moana. C'est sorti dans les années que j'avais comme dans ma vingtaine. Fait que j'ai pas eu le contexte à voir ces films-là. C'est 2016 quand même. Fait que c'est assez récent. Oui. Tu te trompes peut-être avec pas Lilo & Stitch, non? Non, j'ai pas vu Lilo non plus, mais Moana non plus. Là, c'est ça. Ouais. Moi, je l'avais vu avec ma fille, justement, elle était dans ces âges-là. Moi, j'avais bien aimé. Puis, mais tu sais, généralement, en tout cas, jusqu'à présent, la ligne directrice, c'était un peu de refaire les vieux classiques, évidemment. Mm-hmm.
Mais là, de reprendre quelque chose d'aussi près de nous quand même, là, on remarque que c'est dans 2 ans, probablement 2025, sinon pas 2026. Là, donc, mais je sais pas. Est-ce que les gens vont vraiment avoir le goût de revoir tout de suite une nouvelle version de Moana? On verra bien. Je pense que c'est comme tout ce que Disney fait. C'est un peu comme les Marvel. À un moment donné, tu pognes une apogée, là, puis là, ils n'ont pas encore pogné la descente. Oui, il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. C'est l'année 2019 là, qui avait sorti Aladdin. Ouais, 2 mois plus tard, Le Roi Lion. Ben, ils devaient le savoir aussi que Le Roi Lion frapperait plus fort parce que c'est plus iconique encore, ça ratisse plus large et tout. Ouais. Mais même Aladdin, il avait fait presque... je pense qu'il avait fait 1 milliard mondialement. L'autre en a fait comme 2. Là, genre. Et justement, on est dans les grosses années de Disney, des animations, début 90. La Petite Sirène aussi, c'était 89. Fait que... je sais pas, j'aurais peut-être pris un peu plus de temps encore. Mais, ben là, il va y avoir Blanche-Neige entre-temps. Ouais, Blanche-Neige. Puis là, t'en as-tu un autre à annoncer? Non. Moi, j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'ai eu dire que les Aristochats étaient j'ai travaillés. Vu ça passer. Puis c'est Questlove, c'est son nom, qui a fait justement, il a gagné l'Oscar du meilleur documentaire pour... Love, je sais plus trop, le festival afro-américain qui avait retrouvé des images d'archives et tout. Là. C'était l'année de Woodstock, je pense, en plus. Là, quelque chose comme ça, c'est ça. Qui est aussi le drummer du fameux band The Roots, puis donc c'est Jimmy Tonight Show. Fallon, c'est ça. Bref, fait qu'il allait travailler sur l'adaptation. Je pense qu'ils sont en écriture en ce moment, quelque chose comme ça, mais dans le cas de Disney, c'est pas mal un feu vert. Là. C'est pas, si on a un assez bon scénario, on le fait. C'est comme, non, on fait le meilleur scénario, puis on va de l'avant. J'avais vu la nouvelle, mais j'étais pas certain encore si c'est pour la plateforme Disney+. Donc, ça serait à suivre parce qu'ils n'avaient pas confirmé, mais ça va peut-être pour le cinéma aussi. Oui, parce qu'ils l'avaient fait pour Roxy Rookie aussi. Des affaires de même, c'est passé un peu sous le radar. Fait que ça doit être des projets La Belle et Clochard, je pense Belle et Clochard, c'est ça. Qui mettent comme 40 millions au lieu de 200. Mais ouais, fait que c'est fou. Ça veut dire qu'ils sont vraiment enclins à toutes les faire. Pinocchio aussi, qui était un désastre. Mais qui, même chose, je dirais que c'est la plateforme. Moi, ça fait le tour pour Disney. Sinon, John Wick cartonne au box-office. On vous avait parlé du spin-off du film dérivé Ballerina avec Ana de Armas. Donc, on a une date de sortie. Dans 1 an à peu près? 7 juin 2024. Donc, on le positionne comme un des gros films d'été de l'an prochain. Évidemment, Keanu Reeves fera un retour dans son rôle de John Wick. On ne sait pas combien de temps d'écran qu'il aura. J'imagine qu'il va être là pour quelques scènes, genre 10-15 minutes. Parce qu'évidemment, le film se déroule entre le 3e et 4e opus de la série. Qui va être... où on va peut-être le voir... magané, tu sais, parce qu'entre le 3 et le 4, il est tombé de l'hôtel, il a la face, il est semi-coma puis il se remet en forme, fait que ça doit être ça. Moi, je serais pas surpris qu'on le voit, mais juste, tu sais, genre les 5 dernières minutes, là. Tu sais, l'ouverture du film est OK, on voit John Wick, puis là, c'est là que le suivant va commencer ou quelque chose comme ça, tu sais. Genre, ça serait un peu décevant qu'il soit juste là dans une petite scène, tu sais. J'aimerais ça qu'il l'inclue dans une grosse scène d'action, je pense. Je pense que c'est ce que les gens vont souhaiter aussi avec justement ce personnage féminin-là. Mais on verra. Mais comme si c'est vraiment le 3 et le 4, il est mal en point. Fait que, mais le 4, il commence puis il semble être rétabli quand même. Il s'habille tout de suite en début de film. Là, puis, exact. Mais logiquement, je pense qu'on va le voir vers la fin, on le verra pas vers le début. Ou on va le voir vraiment, je me souviens pas, mais tu sais, dans le 3, il y a cette rencontre-là où il retourne dans la famille russe puis toutes les ballerines. Fait que ça se peut que ce soit un petit crossover à effectivement. Des fois, la Jason Bourne, un truc intemporel où on reprenait une scène, mais là, revue d'un autre angle. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, Minecraft. OK, ça aussi, c'est un autre grand phénomène que je ne connais pas. Intellectuel très payant, très lucratif. Bien évidemment. Alors, on aura droit finalement à un film qui semble être un live action, si j'ai bien lu. Déjà là, je trouve ça quand même assez audacieux dans l'univers des pixels, des blocs, de jeux vidéo. C'est ça, avec Jason Momoa. Donc, pour le 4 avril 2025. Pour Pâques. C'est ça, effectivement. Mais Pâques n'est pas toujours la même date, mais ça doit être à peu près ça. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, ça devrait être un... C'est qui le studio derrière ça? Ou... j'ai pas noté. Je sais qu'en fait, il y avait Sean Levy, qui est derrière Stranger Things, qui est attaché quelques années au projet. Finalement, il avait quitté l'an dernier. Donc, c'est pour ça que ça a pris... ça a été repoussé un petit peu.
Donc là, c'est quelqu'un de pas très connu non plus, là, je pense, qui est derrière. Je trouve ça drôle, Jason Momoa, parce que tu sais, il est charismatique pour les adultes. Il est pas charismatique pour les enfants, je pense. Là. Il a quand même une gueule. Il est comme un The Rock version dure, un peu. Là. Ben, il va peut-être jouer un méchant, c'est peut-être pas lui le héros. Ça se peut, ouais, c'est ça. Ce serait logique, mais. Parce que je pensais des. Sa cicatrice aux sourcils et tout, là, écoute, je veux pas le. Mais je pensais des jeunes en plus qui sont. En fait, ça peut être n'importe qui, on s'entend, parce que c'est un univers, mais je sais qu'il y a toutes sortes de déclinaisons de cet univers-là. Donc, bref, Minecraft, encerclez ça en 2025 si vous avez des aucune chance que ça bouge. Et sinon, dernière petite nouvelle que je trouvais c'était très sympa dans la catégorie anecdote, on sait que c'était le 1er avril. Oui. Et Ari Aster, qui est derrière Midsommar et le nouveau Boys Afraid dont tu parlais, fait un bon poisson d'avril. OK, j'ai pas vu. Des cinéphiles, je pense que c'était à Brooklyn, ou en tout cas à New York. Des gens, ils avaient organisé, c'est le cinéma qui avait organisé une projection spéciale de Midsommar, un director's cut en présence du réalisateur et tout. Et finalement, ils ont fait jouer Boys Afraid. Alors, ils ont été les premiers au monde à voir, fait que voir le tu film. t'achetais un billet pour retourner voir Midsommar et tout. Puis là, t'arrives, puis pouf, on va vous présenter Boys Afraid. C'est un joyeux poisson d'avril. Ouais. Et parmi les gens dans la salle, il y avait Emma Stone, la comédienne. Elle était là par hasard ou était là? Non, elle était là pour voir le film, en fait, parce que Midsommar était intéressée. Puis donc, elle a fait partie du juste malgré elle. Vraiment, C'était pas organisé. Non, elle a dit qu'elle a vraiment, vraiment adoré le film, mais que c'est... Faut le digérer. Elle dit c'est quelque chose d'assez singulier, comme on n'en doute pas. Il y a une chose qu'on l'a pas encore vue. Je pense qu'il va avoir on va avoir accès à des visionnements de presse, mais tu sais, comme 2-3 jours avant qu'ils sortent. Là, fait qu'on pourra en parler le 21 avril. Mais je ne sais pas encore si c'est horreur ou pas. Mm-hmm. Je sais que je pense pas que ça va être considéré comme un film d'horreur, mais s'il y a de l'esthétique horreur ou juste comédie weird, mettons. Oui. Moi non plus, effectivement. À découvrir. La bande-annonce est tellement cryptique. Donc, ouais, c'est ça. Tu vois qu'il y a une ouverture sur certains moments sombres, mais c'est juste sombre de son imaginaire ou sombre que ça va faire un peu peur, ou quelque chose comme ça. Fait que, je sais pas, ça reste un gros mystère de 3 heures. Encore une fois. Bande-annonce de la semaine, quelques-unes, dont une qui nous a vraiment charmé, je crois. Je pense qu'on peut dire ça. Tu parles de Barbie. Ben oui, bien sûr. Greta Gerwig. Ouais, c'est ça. On avait eu un petit teaser il y a quelques mois avant les fêtes, il me semble. Puis là, on en sait plus un peu sur l'histoire. Mais pas tant que ça. Non, quand même. Ouais. On est vraiment Barbie. C'est pas l'histoire de la confection de Barbie. On est vraiment Barbie et Barbie dans le monde des Barbie. Oui. Il y a plein de Barbie, il y a plein de Ken. La principale est jouée par Margot Robbie. Et le Ken principal est Ryan Gosling. Puis on sent qu'il y a des beefs de Ken, là, dont avec celui de Simu Liu. Des petites rivalités. Ouais, c'est ça, qui veulent se battre pour la plage ou je sais pas quoi. Tout est rose, sa voiture rose. Mais là, ils ont l'air de... Il y a aussi comme des avocats. Will Ferrell qui a l'air d'être un genre de CEO de compagnie. Là, ils ont l'air à quitter le monde de Barbie Land. Je sais pas s'ils vont se retrouver dans le monde réel un peu à la Truman Show ou quelque chose comme ça. Là. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait glissé ces internets. Là. Je sais pas si tu te souviens de Letterboxd, qui est comme l'application le média social de films. Ouais. Puis il y avait des rumeurs qui disaient que Margot Robbie avait un Letterboxd secret, avec un account pas connu, puis elle publie pas beaucoup. Mm-hmm. Puis quelqu'un a fini par la retrouver en passant par je me souviens plus c'est qui, mais par son mari ou quelque chose comme ça, en voyant les followers, puis amener c'est elle. Puis là, il y avait une liste comme inspiration Barbie ou quelque chose comme ça. Puis on notait les 5 films qu'il y avait dedans qui, comme elle aurait vu, ou peut-être que Greta Gerwig y aurait demandé d'écouter sur blablabla. Okay. Puis c'est le genre d'affaire que tu sais pas si finalement c'est un peu un stun promo voulu mais secret. Puis c'est comme si les gens le découvrent, tant mieux, sinon il y a d'autres choses. Mm-hmm. Puis je me souviens plus de tous les titres, mais il y avait le Truman Show, entre autres, dedans. Là, cette espèce de côté-là de fausse vie secrète ou je sais pas quoi. Là. Je pense pas que ça va être spoiler une télé-réalité. Là, mais... On sent qu'ils sont dans leur univers, mais en même temps... Oui, notre univers. Oui, mais ils savent aussi qu'ils sont peut-être conscients qu'ils sont peut-être des jouets ou je sais pas trop quoi. Parce qu'à un moment donné, t'as Ryan Gosling qui dit je devrais... passer la nuit avec toi et tout ça parce qu'on est là on est chum et tout ça puis là Margot Robbie qu'est-ce qu'on va faire tout ça puis lui je sais pas je sais pas parce qu'ils sont asexués là, c'est ça, c'est un peu comme fait qu'il va pourquoi je sais pas
Donc, j'ai bien hâte de voir. Moi, je pense que ça vraiment va être beaucoup. vraiment Il a l'air d'avoir bons beaucoup de chorégraphie, de couleurs. Ça a l'air super cool. Puis ils ont sorti des petits posters promotionnels plus en ligne. Là. Je pense pas qu'ils vont les mettre dans chaque salle de cinéma avec chaque personnage. On comprend qu'ils sont des Ken et autres. Puis il y a la Barbie sirène qui est jouée par Dua Lipa. Il y a une Barbie avocate, Barbie... il y en a une, c'est comme cette Barbie a gagné un prix Pulitzer et tout, mais ils sont toujours super glamour avec de la paillette. Et il y a Michael Cera voilà. qui, on se dit, mais là, lui, il a pas la shape des autres Ken, là, sans offense, je veux pas l'objectifier, mais il joue Alan, c'est ça? Alan, en faisant des recherches, c'était à un moment donné, il y a eu une figurine qui était comme l'ami de Ken. Fait que t'es rendu à côté, là. Puis c'est ça. Fait qu'il était comme un petit coupe brun, un petit peu plus petit et tout. Fait que bon casting pour Cera. Fait que le 21 juillet, ça va être du counter-programming avec Oppenheimer de Christopher Nolan. Mais moi, c'est deux films très opposés, mais les deux m'intéressent énormément. Fait que ça va être. Puis je pense que ça a tout près de la grosse comédie d'été. Là. On est dans le film très coloré. Je pense que ça va être très léger, mais en même temps, du côté subversif, intelligent. Oui, puis je crois que le running time, j'ai pas remarqué, il a peut-être pas coulé. Je le sais pas. Je pense pas que ce serait 90 minutes, mais je sais pas si on va être dans le 1h50 ou dans le 2h15 ou. Ça fait pas foi de tout, mais ça donne quand même une idée de où va aller l'histoire, le rythme du film, qu'est-ce qu'il va avoir selon sa durée, justement. J'allais dire, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse. On a eu une deuxième bande-annonce qui maintenant est un peu plus claire peut-être sur qu'est-ce qui va se passer, coincé dans ce monde de multivers où il y a tous les Spider-Man et l'ennemi semble être un Spider-Man qui peut-être n'est pas fondamentalement méchant mais veut pas la même chose. On sent que Miles Morales veut avoir peut-être son libre arbitre, faire ses choix de vie alors que les autres l'imposent comme non, faut que ton oncle meure, faut que tu aies de la mortalité pour devenir qui tu es, tu peux pas empêcher ça. Ouais, on semble jouer sur le destin, en fait, ou les possibilités de différents destins. Ce que j'ai bien aimé, finalement, on fait un bel hommage au fameux mime de Spider-Man. Oui, le vieux dessin animé des deux Spider-Man qui se pointent. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais là, il y en a une centaine dans l'image. Oui, parce qu'ils disent « Attrapez Spider-Man ». Puis ils sont comme « Toi, genre, ouais, c'est ça. You ». Et je veux dire ça poliment, mais le dumping officiel, Blue Beetle, on a enfin eu une première bande-annonce. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Puis honnêtement, je pense que ça risque d'être quand même bon. Peut-être que je me trompe. Là, en fait, le film, son avantage, c'est que les gens n'ont aucune attente, là, à part les quelques peut-être centaines qui lisent Blue Beetle puis qui savent c'est qui. On est plus dans une communauté hispanique, fait que ça, c'est intéressant cet angle-là. Mais du côté de Warner, on l'a vu avec le dernier Shazam, c'est comme, on a annoncé que c'est la fin de cette série-là, fait qu'il y a comme, tu sais, là, après James Gunn dit « Ah, là, je vais peut-être les garder, c'est pas sûr, mais tu sais, c'est rendu là... le cheval a l'air mort pas mal. Là, on s'entend qu'il va les garder si le film fait beaucoup d'argent en box-office. C'est ça qui va faire foi de tout. Sortir un film de super-héros de même le 18 août, oui, s'il n'y a rien d'autre, tu vas faire bien, mais je pense pas qu'on vise un premier week-end de 75 millions avec ça. Là. Fait que tant mieux. C'est rien contre le film, c'est juste sa mise en marché est boiteuse. Là. Mais enfin, on sait un peu c'est quoi. Ça va être encore, je veux pas, une histoire de premier pouvoir. Ça a l'air d'un pouvoir très nanotechnologique. Là. C'est pas en fait, c'est un artefact extraterrestre, donc en forme de scarabée, qui semble créer un peu une espèce de symbiose avec l'autre, un peu à la Venom, là, finalement. Mais je trouve qu'il y a une vibe très Spider-Man. Justement, on est avec un jeune étudiant. Dans l'humour, on fait penser beaucoup à Spider-Man avec Tom Holland. Puis quand même, le personnage principal, qui est Xolo Maridueña. Je sais pas, je le prononce comme il faut, mais jeune comédien qu'on a découvert dans Cobra Kai, pour ceux qui écoutent la série, que j'ai bien hâte de voir dans un premier rôle comme ça au cinéma, mais il a quand même une gueule intéressante, puis je pense que c'est un bon casting. Donc, en fait, ce que je trouve bête, et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que la bande-annonce de Blue Beetle sort 2 semaines après Shazam? T'sais, pourquoi elle n'était pas disponible avant pour nous demander aux salles de cinéma de la placer devant le film? Puis c'est vraiment un timing raté. C'est des opportunités ratées, pas à peu près, là, c'est certain. C'est ça. Fait qu'elle va être devant The Flash assurément en juin, mais en tout cas, l'occasion est un
Un petit peu trop tard. Trop peut-être. Bon, je pense que c'est assez... Oui, moi, c'est le tour ouais, des bandes annonces. Bandes annonces et actu et tout. Surtout qu'on a une couple de nouveautés à discuter. Oui. Allons-y avec le film québécois. Allons-y avec Bungalow. Ah, ben tu vois, moi, c'est mon film préféré de la semaine. En plus, je m'en cache pas. Parmi tout ce qu'il y a, c'est mon coup de cœur. Et je pense même que ça s'immisce dans mon... Ça a déjà une place dans mon top 5 de l'année. Ah, OK. Mais là, reste à voir si 5 autres films pourront le déloger. Donc, de Laurence Côté-Collins. Oui. Avec un bon générique, Sonia Cordeau et Guillaume Cyr, mais également Geneviève Schmidt, Ève Landry et je n'ai pas noté d'autres, Martin Larocque, etc. On suit un jeune couple, donc de Cordeau et Cyr, qui achète une maison, un petit bungalow vraiment pourri, avec l'intention de transformer en leur maison de rêve. Mais plus les rénovations progressent, plus leur vie va se transformer en cauchemar par manque d'habilité, manque d'argent, manque de peut-être cohésion dans leur couple. Tout ça est une comédie noire plutôt. On n'est pas dans la comédie de gag de clouer le marteau. C'est pas un bon cop, bad cop. Ou comme l'exemple qu'on dit Money Pit, la foire au malheur avec Tom Hanks qui rénovait un vieux château et tout. Mais là, c'était la fameuse scène où, mettons, le bain défonce puis il est coincé entre les deux planchers et tout. Là. Ouais. On n'est pas là-dedans ici. C'est plus cynique que ça. D'ailleurs, Laurence disait que tous ces films, tous ces projets, il y a une grosse part d'elle-même. Fait qu'elle s'inspire beaucoup de moments qu'elle a vus ou qui sont arrivés à elle. Il n'est pas arrivé cette histoire-là exactement, mais elle a assisté à plusieurs de ces éléments-là, puis elle va mettre ça en fait, elle a grandi dans une famille qui font des rénovations, ses parents sont des flippers. Fait que vraiment, elle dit, j'étais aux couches dans ces bordels-là de maisons en construction. Et elle avait réalisé la première année, je pense, de design VIP aussi. Donc, fait qu'elle baigne pas mal dans ce milieu-là. Oui, c'est ça. C'est une passionnée de déco, mais pas la déco... plus classique des magazines tout blancs. Là. Je pense que j'avais entendu aussi qu'elle haït le blanc, là, elle aime mieux les couleurs. Mais le personnage de Sonia Cordeau là-dedans aussi, Sarah, je pense, son personnage, qui elle aussi aime les couleurs. Là. Je trouve ça vraiment drôle, ces séquences-là. C'est vraiment des vignettes, là, des fois. Là, la caméra est souvent un peu statique. On voit une pièce, puis là, tu sais, comme, là, je mets tout ça vert à grandeur parce que vert, c'est l'espoir, c'est le courage, c'est bon, c'est performant. Et ces idées de décoration et de bon goût ne sont pas la norme, mais c'est une réaction beaucoup en gros à la pression sociale de l'espèce de normalité là, de faut que tu achètes une maison, faut que tu aies un salaire, faut que tu aies des enfants, tu as une entrée double avec 2 VUS, c'est ça qu'il faut faire. Mm-hmm. Après, t'es allé faire des études ou quoi que ce soit, fait et tu t'arrêtes jamais pour te demander ouais, mais moi je suis où là-dedans, qu'est-ce que je veux j'en vraiment, pense. Puis tu sais, c'est super intéressant parce que ça vient c'est un film, ça vient d'artistes, puis souvent c'est les artistes qui sont un peu hors de ce cadre-là, mais on en connaît tous malheureusement des gens qui des fois ont des enfants puis des amis là, qui puis t'es comme pense pas que c'est ce que tu voulais, mais tu l'as fait ou maintenant t'es avec et tout. Fait que c'est pour ça que je trouve ce film-là super intéressant. J'ai pas. On en parle des fois, là. Moi, j'ai passé 35 ans et j'ai toujours pas d'enfant. Je pense que j'en veux, mais je suis vraiment pas tombé dans le là, à 22 ans, il faudrait que t'en ailles, puis etc. Ouais. Mais des fois, ça te fait mettre en une certaine angoisse de dire là par rapport aux autres là où tu vois toi tes enfants ça là on a quand même 10 ans de différence mais tes enfants sont plus vieux et tout puis je suis comme j'aimerais ça, j'ai un de mes amis qui a 35 ans, son enfant a 7-8 ans, c'est le fun, j'aimerais ça ce côté-là, mais si je reviens il y a 8 ans, j'en voulais pas d'enfant. Mm-hmm. Fait que faut être en paix avec nos choix puis être juste en acceptation avec qu'est-ce qu'on veut. Mm-hmm. Fait que là, on pourrait tomber beaucoup dans la philosophie, mais qu'est-ce que t'as passé de Bungalow, toi? Ça va-tu bien cette semaine? Oui, ça va bien. C'est juste que j'ai entendu quelque chose, je trouve ça super intéressant, c'est que c'est un nom à cette doctrine philosophique-là, là, mais c'est que les objets qu'on crée, mettons une table, son but dans la vie, c'est d'être une table parce qu'on a pensé à ce qu'on voulait qu'elle soit avant de la créer. Mais nous, les humains, c'est l'inverse. On est créé, on arrive, des parents décident d'avoir un enfant. Fait que là, toi, toute ta vie, c'est de te demander qu'est-ce que je fais, tu sais, dans toute cette cosmologie dans la société. Fait que bref, ça, c'est toute la remise en question et tout. Fait que je trouve que c'est cette espèce de hors des sentiers battus de briser le paradigme de t'as des enfants pour qu'eux grandissent puis il y a des enfants dans une maison comme toi t'as eu, comme etc. Fait que
le film n'est pas nécessairement une façon de dire ça va mal aller, il faut casser complètement ce modèle-là. C'est juste de dire, c'est-tu ça que toi tu veux? Parce que c'est une des options, mais on ne te présente pas souvent toutes les autres options. Fait que voici un couple qui se pensait peut-être plus solide qu'ils étaient pour affronter des rénovations qui sont une des choses les plus probablement difficiles sur un couple. Là. Vivre dans une maison que tu rénoves, là. Vivre dedans pendant que tu la rénoves. Là. Des fois, je ne sais pas si chez vous, c'est arrivé juste de rénover une pièce. Là. Puis c'est le chaos. Là. Si tu perds une partie du sol, c'est pas grave, mais ta cuisine, ta salle de bain, ta chambre à coucher, dans le film, on le voit, ils dorment dans le salon tout le long, ils font des rénos, pas de base de lit direct à terre. Puis ils connaissent rien, ils ont des problèmes d'électricité, de chauffage, dans le traitement sonore aussi, on sent que dans leur quartier, tu entends constamment des chiens qui aboient, des autos qui partent à chire, du boucan extérieur, mais ils veulent en faire leur maison de rêve quand même. Puis ça que je trouve ça fascinant, cette résilience-là, si on veut. Je te passe le ballon un peu. Ouais, ben écoute, moi aussi. Je te passe le marteau. Oui, merci. Un film que j'ai très bien aimé, moi aussi, qui fait penser un peu à Babysitter. J'aime ce genre d'humour-là qui est un peu décalé. Quand même, un récit assez sombre et surprenant. Je ne m'attendais pas non plus que l'histoire en cours de route là, s'ajoute des éléments quand même assez intéressants qui vont mettre à l'épreuve leur couple. De très bonnes prestations des deux comédiens qui sont quand même assez vulnérables dans plusieurs scènes. Donc, vraiment, oui. Si vous aimez ce genre de film, l'humour noir avec des malaises, mais en même temps un propos aussi. Je le conseille fortement. Ce que j'ai peur, c'est que le film passe sous le radar. Il y a quand même, c'est avec les films Opal, fait qu'il y a une sortie assez large. Là. Il y a un bon rayonnement. C'est un distributeur qui a les reins solides. Là. Oui. Mais j'ai peur que ça passe sous le radar de tous ces gros blockbusters-là et tout. Fait que je dirais même au-delà de juste, si c'est le genre qui vous parle, c'est un objet de curiosité qui est très accessible. Là. On n'est pas dans un gros film super poétique avec des images à l'envolée puis tout. Ça s'écoute super bien. On en discutait l'autre fois. Moi, ça me rappelle... On n'est pas très loin du François Letourneau, là, du Série Noire. C'est comme ça que je t'aime. Je l'ai pas vu, mais surtout, je pense à Série Noire, là, qui est une de ceux que j'ai vus, qui est juste un petit peu flyé, mais très terre-à-terre. Là. Ils vont pas finir dans l'espace. Là, fait... Non, les références, tout le monde va piger ça. Puis d'ailleurs, moi, je trouvais... C'est des fois dans les petits détails, mais je trouvais ça très drôle que le personnage de Guillaume Cyr joue aux cartes Magic. Ouais, il est très Donjon Dragon, carte magique. C'est comme complètement normal. Puis là, il va à un bar, puis le propriétaire du bar aussi, qui est comme un gars beaucoup plus âgé. C'est pas un bar médiéval, là, c'est une taverne de quartier. Mais il s'échange des cartes, il achète des cartes, tout ça. Fait que je trouvais ça très drôle, justement, ce genre d'humour décalé là. Mais comme tu dis, c'est très, très accessible. Mais il faut, comme tu l'as dit, ce n'est pas une comédie d'été typique. Là, donc, attendez-vous pas à ça. Ouais, c'est pas Émile Godreau. Là, non, c'est ça. Donc, mais vraiment, un film très bien réalisé. Puis comme tu l'as dit aussi, esthétiquement, c'est un beau film. Il y a beaucoup qui est mis à l'écran dans les couleurs, dans les sons, la direction photo, dans le montage, dans la réalisation. C'est un vraiment très bon film d'auteur intelligent mais accessible. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que Laurence Côté-Collins va faire parce que son premier vrai film de fiction, il avait fait un docu-fiction il y a quelques années, beaucoup plus indépendant, underground. Là. Mais c'est vraiment une fille de talent, vraiment exceptionnelle. Je crois qu'elle est une bonne conteuse. Puis j'ai hâte de voir j'ai su qu'elle est en train de tourner un autre documentaire sur la schizophrénie par rapport à un individu en particulier. Si j'ai bien compris qu'il l'avait un peu attaqué à un certain moment, puis c'est un processus de pardon et de compréhension derrière tout ça. Mais du côté de la SODEC et tout, parce qu'au Québec, c'est l'avantage, les projets sont jamais tant secrets, là, parce que vu qu'ils sont financés, c'est public. Ce film-ci, Bungalow, c'est co-scénarisé avec Alexandre Auger. Ce qu'elle expliquait, c'est je pense elle avait fait la bible des personnages, là, comme vraiment décrire qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe. Puis elle pitchait les idées principales, les scènes, comment il faut que ça avance, mettons les points d'ancrage, par exemple sur un tracé de métro, là, ça c'est nos stations. Puis c'est Alexandre qui a écrit comme toute la ligne de métro, le flux avec des feedbacks au travers de ça. Fait que
ils ont une nouvelle collaboration. J'ai oublié de noter le titre. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais j'ai vu qu'il y avait un projet ensemble déjà qui retravaillait pour le futur, mais on était au stade de l'écriture. D'accord. Au Québec, ça peut arriver dans 6 ans, ce film-là. Ouais. Mais bon. C'est déjà un bon duo. Donc, oui, c'est vraiment, ça. Puis Alexandre Auger qui avait travaillé sur Les Barbares de la Malbaie, sur Prank. Il y a plusieurs projets en rédaction en ce moment. Et tout est dans tout. Je pense que c'est que Laurence a comme découvert cette gang-là parce que Les Barbares puis Prank, ça a été réalisé par Vincent Biron. Et Vincent Biron fait la direction photo ici de Bungalow, qui est un des très bons cinématographes. Non, ça se dit pas, mais qui fait de la bonne direction photo, si on veut, pour plusieurs projets au Québec. Et tu as eu la chance de discuter avec Laurence, Guillaume et Sonia lors de leur passage à Québec. Et cet épisode, il est déjà en ligne. Là. Peut-être que vous l'avez vu passer dans votre feed. Alors, il n'y a pas de divulgateur, vous pouvez l'écouter avant, mais super intéressant sur le processus, mais aussi effectivement le tournage, comme d'habitude, et ce que le film représente pour eux également, tu sais, parler de ces milléniaux-là. Vous ne l'avez pas abordé dans l'entrevue, mais il ne va pas tout le temps dans le film, puis je trouve ça drôle, puis c'est ça, j'avais entendu Laurence dire que elle a des amis qui vapotent tout le temps, ils sont sur la vape non-stop, puis tu peux la brancher. Je connais pas trop ça, mais tu peux la brancher parce que c'est électronique, puis comme il manque de batterie, il se branche dans le mur, puis il vape. Fait que, ce faux sentiment de liberté, tu dis c'est moins pire que la clope, mais c'est aussi pas pour 20 minutes la journée longue. Fait que c'est plus dans 10, 15, 20 ans qu'on va voir, finalement, c'était aussi pire. Donc, oui, allez écouter ça. Honnêtement, ça a été une belle conversation. Ils ont été très généreux, les trois, et on apprend plein de choses intéressantes sur les coulisses de cette production, dont l'anecdote entourant le fameux cadavre. Oui, c'est ça. Et son pénis. Prothèse de cadavre. Je plug ça. Et puis, on va le répéter une énième fois, c'est un film qui est vraiment sensible au premier week-end. Fait que si vous nous écoutez, qu'il n'est pas trop tard, allez le voir rapidement parce que sinon, il va... Malheureusement, il y a tellement de films, ça se bataille au portillon qu'il va rapidement perdre des salles, perdre des nombres de projections. Si le premier week-end est faible, dans 3 semaines, il n'est plus à l'affiche. Si le premier week-end est fort, soudainement, il peut faire 6-7 semaines d'affiche. Et ça mérite d'être vu. Voilà. Allons, restons dans la comédie, mais plus léger cette fois-ci. Okay. Mon crime de François Ozon. Oui, son 22e film. Il est là depuis toujours. Surtout qu'il est très prolifique. Il y a eu des séquences d'un film par année, des fois. Très régulier. On est dans les années 1930 à Paris. On va suivre principalement Madeleine Verdier, qui est une jeune et jolie actrice qui a pas mal fauché et sans succès, qui va être accusée du meurtre d'un célèbre producteur, elle qui l'accuse de d'avoir tenté de l'agresser. Fait qu'aidée de sa coloc et sa meilleure amie Pauline, qui est une jeune avocate brillante, mais au chômage également sans emploi, elle va réussir à la faire acquitter pour légitime défense et alors elles vont pouvoir toutes deux jouir d'un nouveau succès de cette émancipation-là des femmes qui peuvent tuer leur mari pour se défendre tout simplement. Fait que dans cette espèce de tourbillon-là de fausses accusations et de fausses victimes. Au générique, c'est Nadia Tereskevich, et on en parlait tantôt, mais c'est elle qui était dans Babysitter, justement. Je pense qu'elle est suisse. Es-tu française ou suisse? Je sais plus. Pays-Bas, peut-être. OK, bon. Oui, c'est ça. Fait que, elle était tellement pétillante, une excellente actrice qu'on va voir de plus en plus. Mais d'ailleurs, François Ozon l'avait choisi. Il y a eu un gros processus d'audition, mais il voulait quelqu'un d'un peu moins connu pour son rôle principal. Sa coloc jouée par Rebecca Marder. Et Isabelle Huppert, que je pense Ozon n'avait pas vu depuis 8 femmes, je crois. Et là, un des chouchous, Fabrice Lucchini, Danny Boone et André Dussolier sont les 3 hommes qui vont compléter la distribution. Oui, assez solide d'ailleurs. Oui, vraiment. J'ai beaucoup aimé Danny Boone dans ce film-là. Je trouve qu'on oublie que c'est un bon humoriste, comédien drôle. C'est juste que des fois, je trouve qu'il s'est perdu dans ses projets quand il y a trop de contrôle sur le projet. Moi, ça me plaît moins. Là, quand c'est des films qu'il écrit, qu'il réalise, qui joue le rôle principal, c'est quand il tombe dans la formule un peu. Ouais, il y a souvent des idées qui seraient comme des bonnes mini-séries ou courts-métrages, mais c'est un film d'1h30, puis là, c'est comme épuisé. Là. Mais ici, dans un rôle secondaire comme ça, de riches investisseurs et tout, je trouve ça vraiment bien. C'est un film qui est justement un lead très féminin, une espèce d'idée d'empowerment. Et ce qui est fascinant, c'est que Ozon cherchait à faire une comédie plus légère, puis il s'est inspiré de cette pièce de théâtre de 1934 de Georges Bert et Louis Verneuil. Mais
aujourd'hui, je trouve ça drôle parce que ça se passe dans les années 30, fait qu'on a un regard différent sur le passé, mais à cette époque-là, c'était contemporain. Là. Ça se passe dans les années 30, puis c'est écrit en 1934. Fait que ça devait être un peu plus choquant, peut-être, comme prémisse, vu que ça se passait dans le présent, si on veut. Mais au final, le film se veut, c'est ça, une espèce de lettre d'amour à toutes ces comédies loufoques qu'on appelle du screwball comedy, là, des gags un peu... burlesque, il n'y en a pas trop dans le film, là, mais des dialogues vifs. C'est ça, effectivement. Ce qui faisait le charme des comédies de Capra dans les années 30 ou Spencer Tracy, Katharine Hepburn aussi. Surtout le personnage de Fabrice Lucchini qui joue un juge qui est convaincu de sa perfection de verdict, qui est le meilleur juge, alors que des fois, il tourne les coins ronds un peu, finalement. L'important, c'est de trouver un coupable. Hein, c'est ça. Effectivement. Fait que, t'en as pensé quoi, toi aussi? Moi aussi, j'ai bien aimé. Écoute, c'est vraiment une farce très classique à la française, mais dans un style américain, de screwball comedy. Très bien réalisé, direction artistique, toute la recréation de l'époque est vraiment superbe. Et les deux comédiennes forment un duo vraiment, vraiment remarquable. Isabelle Huppert est très drôle aussi. Qui arrive plus à la moitié du film, là, mais une ancienne, ça rappelle un peu... Babylone. Comment t'as dit? Babylone. Oui, Babylone, c'est ça, exact. L'ancienne star du cinéma muet qui est déchue, mais qui a encore un certain public, mais qui n'a pas réussi à se replacer. Très sympathique. Je pense que c'est sûr qu'aux 11 joue souvent entre la comédie et le gros drame. Là. J'ai un blanc sur quel était son dernier film. Ah oui, je pense que c'était... C'était-tu un été, pas un été comme ça, mais quelque chose, l'été de nos vies, une affaire de même, là? Ouais. Puis je pense que c'était sur une émancipation homosexuelle dans les années 80-90. C'était plus lourd, plus dramatique, si on veut. Ici, on est dans le léger, puis je pense que ça tombe à une très bonne période pour ce genre de film-là. Justement, lui voulait quelque chose de plus léger post-pandémie, donc c'était une des raisons pourquoi il voulait s'attaquer à une comédie. Et puis, non, écoute, c'est très solide. Quoi dire de plus? C'est un genre de film très rythmé, bien écrit, avec un message, une critique de la société. Oui. On parlait, tu disais tout à l'heure, l'espèce d'émancipation des femmes, le rôle de la femme. D'ailleurs, je pense que c'est en début de générique où on a toute une mise en contexte aussi de l'époque. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, en France, il y avait une espèce de vague déferlante de femmes qui avaient commis des crimes. Okay. Ça faisait un peu l'actualité, d'où la pièce de théâtre, je pense, est née de ça. Donc, je trouve ça assez intéressant. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup la dichotomie entre le rôle des hommes et des femmes dans la société. Puis, à un moment donné, dans son plaidoyer, le personnage de Nadia qui dit voyons, est-ce que c'est pas possible qu'en 1934, une femme puisse vivre librement sa vie d'artiste sans qu'on la harcèle pour son corps? Puis, tu sais, c'est un pied de nez à dire que c'est parce que ça arrive encore la semaine passée, puis ça fait 80 ans. Oui, tout à fait. Il y a un petit côté clin d'œil à Harvey Weinstein et toute cette affaire-là. Oui, tout, il y a ça, dans ce vieux producteur et tout, qu'on ne saura jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est ça, parce que c'est juste la version des témoins, finalement. Aujourd'hui, tout serait filmé. Un homme riche comme ça aurait eu 80 caméras de surveillance et tout, un peu partout. Alors, Mon Crime, disponible sur plein d'écrans dès cette fin de semaine. Restons dans le film français. Tu voulais-tu mettre dans les principaux ou plus en rafale? On peut aller d'un à l'autre. On va parler de tous. Avec À la belle étoile de Sébastien Tullard. Oui, on est dans le drame biographique culinaire ici. On va suivre depuis son très jeune âge Yazid là, je vais le massacrer. Souvent, les synopsis disaient juste Yazid. Je vais aller chercher son nom de famille. Ichemrahen, je pense. Oui, c'est ça. Je sais pas si on prononce le premier E. Tu sais, c'est-tu Ichemrahen ou Ichemrahen? Désolé, d'origine marocaine. Qui découvre dans sa jeunesse sa passion, la pâtisserie. Fait que pas la cuisine en général, mais vraiment les desserts sucrés. Et de haute distinction, là, on s'entend aussi. C'est pas des Joe Louis. Oui, c'est ça. Comme des Deep and Delicious, là, les gâteaux de fin de brosse. Mais là, son enfance est malheureusement très difficile. Ouais. Il est avec une mère monoparentale, puis il se promène entre des familles d'accueil, de foyer, parce que sa mère a de la misère à disons, garder le contrôle, puis s'occuper correctement de sa famille. Fait que ça va y faire un caractère assez vif au jeune Yazid. Fait que là, on va voir le parcours, on s'entremêle dans les trames un peu entre le passé puis le présent.
il aspire à devenir le meilleur pâtissier au monde, fait qu'il va réussir à se retrouver dans certains grands restaurants, mais peut-être perdre sa place et aller jusqu'à un concours international de pâtisserie qui se passe en 2014 environ. Fait que là, c'est inspiré de sa vraie vie. Fait que là, on peut vous laisser le suspense de gagnera-t-il ou non cette fameuse compétition. Peut-être qu'il finit 2e, 3e, on ne sait pas. On voit beaucoup sa résilience là-dedans. Il y a des histoires justement un peu de trahison dans les cuisines et beaucoup de pâtisseries quand même filmées de haut niveau. Là. Ça joue dur quand même à ce niveau-là. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment une histoire quand même assez singulière, c'est original. Moi, j'adore les films qui se déroulent dans les cuisines. J'avais bien aimé La Brigade l'année dernière, qui était plus dans les bons sentiments. Ici, on est quand même assez réaliste. Là. C'est le côté biographique. C'est très classique, sûr que mais... Yazid passe pour le meilleur gars du monde là, au travail de ça. Là, mais moi, j'ai trouvé très bien réalisé, visuellement intéressant, bien joué aussi. Donc, si ce genre de film-là vous branche. C'est ça. Je pense que c'est un chef cuisinier, un chef pâtissier qui a eu une grande notoriété en Europe, justement, dans ces époques-là, là, mi-2010. Il a ouvert plusieurs boutiques là, depuis en Europe, mais je pense pas qu'il y a je sais pas comment s'appelle son magasin. Ils ont peut-être tous des noms différents, mais il n'y en a pas comme à tous les coins de rue. Là. Il y en a à Avignon, mais à Mykonos en Grèce. Puis à Qatar, je pense. J'ai vu en Suisse à Gestad, mais peut-être qu'il y en a d'autres un peu dans des grandes villes qui ont de l'argent. Là. D'après moi, c'est des petits morceaux de gâteau pour 20 €. Là, ça doit pas être... Ce qu'on voit à l'écran semble... Ça semble être ça, effectivement. C'est du relevé. Il y a des séquences de sculpture sur glace aussi. Là. C'est des concours, c'est avec la présentation aussi. Là. D'ailleurs, c'est ce que je trouvais ça curieux parce que j'écoutais avec ma conjointe, dont son père était chef cuisinier et tout ça. Donc, oui, apprendre que c'est une discipline qu'on apprend aux pâtissiers. Okay. La sculpture sur glace, je pense, dans la présentation... Oui, on le voit des grands banquets, là, un cygne, puis la Vénus de Milo. Donc, ça fait partie du décorum de tout ça, ce que je trouve quand même un peu absurde, mais bon. Puis d'ailleurs, le comédien a suivi des cours de pâtisserie et de sculpture sur glace. OK, il y a beaucoup de choses qu'il fait lui-même. Et d'ailleurs, qui est un influenceur, en passant de même. Je sais pas c'est qui, J'allais voir, donc le comédien, c'est Riyad Belaïch, ou Just Riyad, si jamais vous voulez voir son compte. Il fait des vidéos humoristiques depuis quelques années. Il a quand même 24 ans, mais il fait 4-5 ans qu'il fait ça. Donc, il y a plusieurs abonnés sur Instagram et TikTok. Et, il y a eu des petits rôles ici et là, mais c'est vraiment son premier grand rôle où il porte un film sur ses épaules. Et il était très, très content. C'est bon, ça. Ça me rappelle un peu Ténor, là, il y a quelques semaines, je pense que c'était cet automne. Puis c'était comme le rôle principal du livreur qui devient ténor. C'était un vrai comme beatboxer qui avait gagné des concours de chant, mais il chantait pas du classique et tout. Fait que un peu prendre des vedettes... pour leur donner des rôles principaux. Yazid a écrit 2 livres aussi de cuisine. Un en 2000... pas des livres de cuisine, mais des livres sur sa perspective de la cuisine, son histoire et tout. Là, en 2016, puis un qui vient de paraître en février. Puis, mais ce qui est drôle, un peu moins Jojo, mais en novembre 2022, il est soupçonné d'escroquerie. Pour avoir simulé un vol de bijoux puis de biens personnels chez eux pour avoir l'argent des assureurs. Fait que l'affaire est en cours actuellement. Ça enlève rien à son talent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais en tout cas, l'affaire va être résolue. Mais là, il est un petit peu dans l'eau chaude là-dessus. Là. Mais écoute, ça enlève rien à sa capacité à décorer un gâteau. Effectivement. Et à faire une crème pâtissière, voilà. Alors, restons dans la réalité, la vraie vie, avec Air de Ben Affleck. Oui, c'est un film que je savais pas que ça allait être Ben Affleck qui réalisait quand j'ai vu ce projet-là au départ. Air, au Québec, des fois, il va s'appeler Air courtiser une légende parce qu'on aime bien différencier le nom en anglais et en français. Ça met en vedette son bon ami Matt Damon, Ben Affleck lui-même, mais également Jason Bateman, Viola Davis, Marlon Wayans et Chris Tucker, qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout. Et c'est un scénario de Alex Convery, peut-être on discutera tantôt, qui sort de nulle part. Il a écrit ce scénario-là, il est coproducteur du film, c'est son seul crédit IMDb, c'est son entrée dans le monde du cinéma, finalement. Mais quelle entrée! Et qu'est-ce qu'on fait avec Air? C'est les Air Jordan, finalement. On va suivre l'histoire du vendeur de chaussures Sonny Vaccaro. Il n'est pas vendeur de chaussures tant que ça, mais qui travaille chez Nike, qui a mené à la fameuse association dans les années... c'est début 84.
En 80. Ah oui, c'est beaucoup. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, j'ai mêlé tout ça. Mais oui, ma jeunesse, Space Jam puis tout, c'est des années 90. Fait que donc, des années 80. L'association avec le fameux Michael Jordan, qui à l'époque était juste un prospect qui allait être repêché. Il était vu même pas premier overall parce que c'est je sais pas si c'est connaisseur de basket, mais lui, c'est un guard. Là. Fait que c'est un joueur plus défensif d'habitude. Là. C'est pas le centre, c'est pas lui qui mène la balle tant que ça. Puis du côté de Nike, à cette époque-là, là, c'est résumé dans le film au départ, mais je pense que c'était 17% de la part du marché des souliers de basket. Ouais. Il était troisième derrière. Le big, c'était Converse, qui est quand même drôle parce qu'aujourd'hui, je ne ferais pas grand sport avec des Converse. Je vois du monde au gym avec ça, puis j'étais là, tu peux pas mal juste soulever des haltères, là, mais je courrais pas avec ça. Là. Puis Adidas, c'était deuxième, puis l'enfant pauvre, c'était Nike. Puis c'est vraiment le personnage de Matt Damon qui va un peu dire OK, je pense pas qu'on peut atteindre ce gars-là, il veut vraiment signer avec Adidas, mais c'est un mélange de penser que ce gars-là arriver à faire croire à son équipe, à convaincre son équipe et à se convaincre soi-même que ça va être le plus grand joueur, fait qu'il faut courir après lui. C'est pas comme au hockey, Connor Bedard en ce moment, t'as pas à convaincre personne que ça va être un grand joueur. C'est sûr qu'à un moment donné, il peut arriver plein de choses, puis on sait pas, mais ça serait plus de prendre celui qui est vu comme numéro 5, numéro 6, puis dire non, même si c'est un défenseur ou je sais pas, ben là je fais beaucoup de références au hockey, mais tu sais, Adam Fox ou des Cale Makar ou Cole Caulfield qui est comme un petit joueur, mais c'est comme non, il va empoter des buts. Ou Martin Saint-Louis, qu'on peut prendre. Il n'a même pas été repêché. Ah voilà, tu sais. Quelqu'un aurait pu lui donner un contrat pour beaucoup moins d'argent, probablement, un endorsement. Et éventuellement aussi, ben, tout ce fameux contrat-là, ben, vous le savez, ça finit qu'il signe, là, le contrat. Là, puis qu'il invente les Air Jordan et tout. Là, mais ça a changé beaucoup de choses dans l'histoire du sport et des contrats, puis ça a permis d'avoir plus d'argent et tout. Le monde du sport, de l'industrie des vêtements. Et, voilà, l'image de marque, en fait. Là, au Québec, on pense à Piquet Souban, qu'on disait t'es un petit peu trop sur ton image, sur tes vêtements. Je sais qu'au baseball, à l'époque, les Blue Jays, Marcus Stroman. Stroman, il me semble que c'est Marcus. Que lui aussi, il avait sa compagnie de linge puis tout, puis chaque fois, il mettait de l'avant on peut penser à Tiger Woods aussi. Hein? Sans Jordan, il n'y aurait pas eu Tiger Woods. Oui, c'est fait. Les deux, c'est Nike. Quand ils ont vraiment voulu exploser la division golf. Mais est-ce que c'est excitant à regarder ce film-là avec tout ça? Parce que c'est pas un film de basket, c'est un film de contrat dans des bureaux de compagnie de sport. Film de business. Fait que le principal parallèle, je peux pas m'empêcher de penser à Moneyball. Moneyball m'apparaissait un petit peu plus excitant parce qu'il y a vraiment la série de victoires. On est dans la saison. Oui, on va chercher des joueurs puis des joueurs sous-estimés, mais on voit des séquences de baseball. On remet beaucoup d'images d'archives. Là, ici, on est juste dans des bureaux puis dans du monde qui essaie d'avoir un pitch puis qui essaie de rencontrer la personne. On est un peu dans le rêve américain quand même. Oui, dans sa absolument. formule classique, mais qui arrive quand même. Ça se peut. Il y a des long shots comme ça qui payent. Et c'est toujours fascinant à voir quand même quand ça se réalise, de voir tout l'impact qu'une décision peut changer le destin de tellement de personnes. C'est fou. Le personnage de Damon, je pense que je l'ai dit, il y a deux jobs. Là. Il faut qu'il convainque Michael Jackson. Lui, c'est de recruter des clients. Michael Jordan, pas Michael Jackson, mais Jordan, mais il faut qu'il convainque Nike de mettre autant d'argent d'y aller parce qu'ils veulent mettre un certain budget pour 3-4 joueurs pour avoir, rester toujours dans le bas puis espérer que ça monte. Mais lui, comme non, on met tout sur un seul joueur. Puis, il mise l'argent de la compagnie, le futur de la compagnie sur ça. Voilà. En fait, de sa division. C'est drôle parce que Nike, ce qu'on comprend, c'est qu'à l'époque, il était leur principal attrait, c'était la course à pied. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui font des triathlons, des choses comme ça, puis ils me parlent jamais de souliers Nike pour la course à pied. Je pense qu'ils ont pas mal changé de ça. Là. On est plus dans je me souviens plus quoi, là, à Six, puis je sais plus lesquels, mais en tout cas, moins dans Nike. Mais ce que je note là-dedans, c'est le montage, entre autres, de William Goldenberg. Là. C'est des affaires de direction photo, montage, musique, on n'en parle pas tout le temps, mais je pense que c'est une force de ces films-là. Si tu veux rendre excitant des scènes de bureau, puis des amis, du monde out of shape en chemise hawaïenne ou en suit beige, là, ça prend un bon montage. Et William Goldenberg avait, entre autres, il a gagné un Oscar pour son travail jusqu'à présent, et c'était pour Argo, qui était réalisé par Ben Affleck.
Mais il y avait eu plusieurs autres nominations. Il travaillait sur des gros films, là, Zero Dark Thirty, Imitation Game, Seabiscuit. Fait que c'est quelqu'un qui en fait depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, le film commence très fort avec un montage rythmé, efficace sur l'année 1984, vraiment pour nous remettre en contexte qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport, dans le monde la culture populaire. La culture populaire en société, etc. Fait que toi, t'as apprécié aussi, je pense. Écoute, oui. Je dois même dire, je pense que c'est mon film préféré de l'année jusqu'à présent. Ah oui, OK. À ce point-là. Ben oui. Écoute, oui, dès le départ, avec cette introduction générique, j'étais vendu. Là, tu l'as dit assez souvent que tu es un enfant des années 80. Voilà, c'est mon côté nostalgique. Direct dans les feelings. Écoute, la musique est vraiment bien utilisée, mais au-delà de tout ça, l'histoire est intéressante. Que, évidemment, comme bien des gens, on connaît Michael Jordan, on connaît Air Jordan, Nike, tout ça, mais de connaître tous les tenants aboutissants qui ont mené à cette deal-là, c'est quand même intéressant comme histoire. Et c'est bien joué. Écoute, Matt Damon est vraiment efficace. Je suis un grand fan de Jason Bateman, qui est très bon aussi. C'est peut-être le gars le plus empathique qu'il y a au monde. On a le goût d'être son chum. Ouais. Et contrairement à Ben Affleck, que je ne blaire pas, je pense à un jugement de valeur ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un que je ne trouve pas sympathique. Mais je dois lui donner qu'il est talentueux. Il fait des bons films. J'avais autant aimé Argo que l'autre de Town, je pense aussi, qui était son premier. Donc, il sait bien raconter l'histoire, il sait comment tirer le maximum de ses acteurs. Et en Phil Knight, qui est l'espèce de CEO de Nike, oui, c'est ça. Un peu nouvel âgiste pour cette époque-là, là, qui est très bouddhiste et tout ça, il est quand même assez drôle. Oui, c'est ça. Il s'est donné pas le beau rôle, mais le bon rôle dans le film. Il est en rôle plus secondaire. Ouais. C'est ça, il est le big boss, mais c'est ça. Ouais, c'est pas un trou de cul, mais il paraît pas si bien que ça. C'est pas lui le héros de l'histoire. Puis je trouve ça le fun aussi qu'on ne voit pas Jordan. On l'entrevoit, mais vrai. Il n'est pas du tout un facteur dans le film. Tout repose vraiment sur sa mère qui a négocié. Qui était d'ailleurs une suggestion de Michael Jordan lorsqu'il a rencontré Ben Affleck au moment de préparer le tournage et tout ça. Donc, il a dit, moi, je pense que Viola Davis j'aurais bien ma mère, ce qui est le cas. Elle est très bonne. Ouais. Et il avait aussi demandé d'impliquer le personnage d'Howard White, qui est joué par Chris Tucker, qui est le vice-président de Air Jordan et qui est un bon ami à Michael. Donc, il a dit, j'aimerais ça vraiment qu'il soit présent dans le film parce qu'il y a un rôle à jouer et tout ça. Et puis Chris Tucker aussi, un autre comédien généralement qui m'énerve, mais là, on sent qu'on l'a retenu peut-être un peu. Ben oui, parce que c'est pas un rôle écrit pour lui. Fait que ça doit être pour ça qu'il dit comme là, t'es pas là pour puncher. Là, voilà. C'est ça. Puis, donc, ouais. Fait que oui, moi j'ai aussi vraiment aimé. Moi j'aime ça, tous les films de sport, mais là on est niche parce qu'on n'est pas dans le sport, on est dans l'administration du sport, si on veut. Fait que je sais pas quel succès va avoir le film, mais la qualité est là. Le film, c'est vraiment un bon film. Je sais pas à quel point, comme toi, je pense qu'il va se ramasser aux Oscars dans plein d'affaires. Je pense qu'il va avoir quelques nominations. Ouais. Nomination probablement, mais il y a tout le temps des performances. Ben, on l'a vu cette année, là, des histoires plus déchirantes et des grandes performances larmoyantes et tout qui vont peut-être gagner les prix au final, mais c'est vrai que Matt Damon est très solide là-dedans. Tu sais, Viola Davis, c'est un peu comme Cate Blanchett. Là. Si elle fait un film, ben quoi que cette année, avec La Femme Roi, elle n'a pas réussi à avoir sa nomination, mais tu ben, comédien, je sais pas, mais moi, je mets un petit 2 meilleurs films. Moi, je pense qu'il va être dans les 10. Ouais, sûrement, ouais. Prendre un scénario, montage, je serais pas étonné non plus. Donc, j'ai hâte de voir. Mais non, c'est un film de très grande qualité, mais très divertissant et intéressant à voir. T'avais-tu trouvé des choses finalement sur le mystérieux Alex Convery qui a écrit ce film-là? Non, effectivement. Tout ce que je sais, c'est que le scénario était sur la fameuse blacklist de 2021. Donc, ça, c'est des scénarios qui traînent, rejetés, qui n'ont pas été achetés et tout ça, mais qui sont de grande qualité. Et finalement, Amazon, Ben Affleck et Damon, qui sont producteurs là, avec leur nouvelle bannière, ont pris les droits. Puis, fait qu'écoute, c'est tout un début très prometteur pour ce scénariste-là. Ouais, puis c'est fou parce que ces films-là, si tu le faisais contemporain, ben là, tu peux pas, mais il coûterait sûrement pas très cher. Mais là, juste parce que ça te prend plein de vieilles voitures des années fin 70, début 80, parce qu'ils n'ont pas tous des chars neufs. Puis juste ça, redécorer des pièces, des vieux souliers, plein d'objets. Tu penses à toute la décoration, les posters Nike, il faut que tu retrouves des vieux souliers, des vieilles vestes, des vieilles... Tu fabriques toutes ces affaires-là où tu en trouves des vieux, ben là, ta facture monte juste en props et en décor, finalement. C'est clair. Donc, on l'avait vu ici avec Crépuscule pour un tueur, quand Raymond Saint-Jean, le réalisateur, nous disait, ça nous prend des vieilles voitures des années justement 70. La plupart ne fonctionnent pas. Ils arrivent en trailer, ça prend une demi-journée, les placer, les pousser, et sur le neutre, puis ils sont là, mais elles ne fonctionnent pas. C'est ça. Fait que c'est fou, mais aux États-Unis, je pense que
c'est affaire monnaie courante. Là. Il doit y avoir des compagnies spécialisées en location de vieilles voitures. C'est clair. Bon, là, il nous reste un autre film comique coquin, il me semble. Le film familial Super Mario Brothers Movie. Ouais. De Aaron Horvath et Michael Jelenic, pardon. Deux gars qui étaient associés beaucoup à les Teen Titans Go to the Movie. C'est ça, qui était quand même une belle surprise il y a quelques années, très irrévérencieux comme. Ouais, c'est ça. Surtout un film de série. Là. Le film, le Go to the Movie, d'habitude, c'est pas super bon. Mais c'était un très bon film, ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les frères Mario? C'est deux frères plombiers à Brooklyn, à New York, qui tentent de gagner leur vie avec leur nouvelle compagnie indépendante de plomberie. Et là, par une aventure de tuyaux bouchés et de fuites d'eau, vont se retrouver dans une espèce d'univers parallèle dans le monde un peu du jeu vidéo comme nous, on le connaît du jeu vidéo, mais là-dedans, c'est pas un jeu vidéo. Et les frères vont être séparés. Alors, Mario va être à la recherche de son frère Luigi, qui s'est fait capturer par le sinistre Bowser. Et ça, c'est un beau petit revirement de situation où ce n'est pas la princesse qu'on doit délivrer. Non, c'est Luigi. Mais Luigi. Fait que ça, et justement, le Mario va faire la rencontre de la princesse Peach, du brave téméraire petit champignon Toad, qui Peach est la princesse de ce land-là, ce petit pays-là des tous les petits champignons. Fait que va se faire aider de ces deux comparses-là. Vont devoir aller chercher l'aide de Donkey Kong, le guerrier de la tribu des singes, pour stopper aussi Bowser qui essaye de conquérir tous les territoires, les différents univers. Toutes des voix super connues aux États-Unis. Chris Pratt qui fait la voix de Mario, qui était un peu controversé parce que c'était pas le classique Charles Martinet. Il n'y a pas l'accent italien. Ce qui est drôle parce qu'au début, ça commence avec l'accent italien. Et ce qu'on établit dans le personnage, qu'on comprend et qui est de bon goût, c'est que dans le fond, il est italien, Mario et Luigi le sont, mais comme ils sont fils d'Italiens, d'immigrants et tout, eux, ils n'ont plus l'accent, genre, mais ils le prennent pour leur image de marque, si on veut. Oui, c'est un beau clin d'œil pour expliquer cette approche artistique-là. Charlie Day qui fait la voix de Luigi. Anya Taylor-Joy, une des super vedettes en ce moment, qui fait la voix de la princesse Peach. Jack Black, très bon ici pour faire la voix du Bowser, qui est une des surprises du film, finalement, un des probablement personnages les plus intéressant, comique et vilain et tout. Il semble avoir vraiment trippé de jouer Bowser. Je sais pas si tu as vu passer un peu des images cette semaine dans la tournée médiatique, mais il porte un costume de Bowser dans les entrevues. Il a de l'air à tripper. Lui, c'est un enfant géant. Là, il est magique. Là. Et Seth Rogen qui fait la voix de Donkey Kong aussi au travers de tout ça. Et ça, c'est un beau clin d'œil, justement, parce que Mario a débuté dans le jeu vidéo Donkey Kong. Oui, c'est ça, exact. En fait, le film est ça. Une histoire assez simple. Il se ramasse dans cet univers-là et il faut qu'il sauve Luigi, puis est-ce que ça va arriver ou pas? Vous le saurez à la fin du film. Mais après ça, c'est des clins d'œil à tout l'univers des jeux vidéo, en passant du premier, comme tu disais, là, le Mario qui, à l'époque, devait sauver la princesse avec des tonneaux qui roulent sur le jeu d'arcade où tu devais monter les plateformes, en passant par les cubes à frapper qu'il y a des champignons puis des super pouvoirs, et on se rend jusqu'à dans les derniers Mario Galaxy, on passe par Mario Kart. Il n'y a pas Mario Tennis, il me semble que non, par exemple, ni Mario Golf. Mais bon, un peu tout ça, puis ce qu'on discutait, tu sais, moi, je connais le Nintendo, Super Nintendo, un peu 64, mais tous les derniers, là, Galaxy puis Sunshine puis ces affaires-là, je les connais pas pantoute, fait qu'il y avait certaines créatures que j'ai apprécié de voir, mais que je sais pas du tout d'où ils viennent. Là. Mais ça ne nous empêche pas de... Non, c'est ça, d'apprécier ce qui nous est offert. C'est plus les fans mordus qui vont déceler les petits clins d'œil. Oui, voilà, exactement. Les boulets de canon, toutes ces affaires-là, la balle de feu, on s'en souvient. Là, c'est les studios Illumination qui font ça. Gros studios qui sont derrière, principalement les Détestables Moi et les Minions, mais également la vie secrète des animaux. Là, je pense que ça s'appelait de même. Les signes, exactement, chantés. C'est aussi, j'ai pas vérifié, mais d'habitude, c'est un studio qui fait des films de très bonne qualité visuelle à peu de frais. Je pense que c'est qu'ils travaillent beaucoup en France. J'ai oublié de vérifier, mais au générique, il y avait énormément de noms français dans la production. Plutôt que de tout faire aux États-Unis, peut-être qu'ils ont des bons deals là-bas. Là. En fait, je pense que le fondateur est français. Donc, ça vient de là, je pense. Il a vraiment gardé une antenne de création en France. Il y a Charles Martinet qui a quand même un petit caméo dedans. Il fait deux voix, un des personnages Nowhere là, au début du film, puis le père de Mario et Luigi. Au petit clin d'œil, c'est bien. Fait que ça lui permet de faire des wouhou, puis des comme ça à 2-3 moments. Fait que je pense que
moi, je dirais juste que du côté... C'est un film qui est plus familial enfant. C'est pas pour les... Tu sais, c'est un peu plus vieux que Katak, par exemple. Là. Fait que genre de film que si vous allez voir avec vos enfants, vous allez apprécier ça. Moi, en tant qu'adulte qui a joué un peu à Mario, j'avais pas tant d'intérêt pour le film, puis j'ai trouvé ça correct. C'est pas un désastre, c'est mieux fait que l'original. Le respect de l'image puis de l'iconographie de Mario est là, mais c'est quand même un gros sujet un gros prétexte pour remettre tous les éléments des jeux vidéo dans cette aventure-là, d'espèce d'univers parallèle de tuyaux, là. Puis, écoute, on ouvre la porte à en faire autant que de l'argent va remporter, puis on va pouvoir faire des side stories de plein de personnages et tout. Là. L'univers est ouvert maintenant. Et c'est à prévoir parce qu'on sait que Nintendo mise beaucoup sur leur propriété intellectuelle. En fait, le projet est né du parc thématique Nintendo, qui est construit par Universal. Il y a ça aux États-Unis? Oui, en fait, le premier ouvert au Japon en 2020. Et là, en 2023, et en février, en fait, vient d'ouvrir. Et petite anecdote que je peux bien placer. Mais l'été dernier, j'y étais quand même à Universal en Californie. Et on voyait donc le Nintendo World qui était pratiquement terminé ou presque d'être construit, mais qui n'était pas encore ouvert. Donc, quand même, pour ceux qui connaissent, qui sont peut-être déjà allés en Floride aussi, un peu la superficie de l'univers d'Harry Potter. Donc, c'est quand même assez gros. Là. Okay. On peut passer une bonne journée dedans. Et puis, donc, c'est le créateur de Mario qui avait rencontré justement le chef d'Illumination à ce moment-là, parce qu'eux, ils sont avec Universal depuis plusieurs années. Ouais. Puis les atomes étaient alignés. Ils avaient des atomes crochus, puis ils ont décidé de travailler ensemble parce que ça fait quand même plusieurs années que les studios Hollywood tentaient de racheter les droits. On sait qu'il y avait eu ce fameux désastre en 93, un fiasco. Ben, il est devenu So Bad It's Good, par exemple, à sa façon. Culte, mais quand même qui a freiné les ardeurs de Nintendo pendant plusieurs années. Parce qu'ils avaient été très échaudés. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je pense l'année avant que Illumination Universal le mette devant le projet, il y a Sony qui est en négociation pour faire un film de Mario. Mais c'est comme le concurrent de Nintendo, Sony. Ouais, c'est ça avec PlayStation et tout. Donc, c'est quand même assez curieux. Ça aurait été drôle si ça aurait fonctionné. Mais écoute, ah, c'est coquin. Ouais, voilà. Mais dans les... prévision, là, ça s'annonce pour être peut-être le box-office de l'année. Ça risque. Il va être dans les top 5, assurément. Là. Il y a Gardien de la Galaxie qui peut être fort aussi, mais à chaque fois qu'il y a un film familial, là, même les Mignons, là, c'était super payant, puis les Détestables Moi, mais ça faisait des genres de, je pense, 400 millions aux États-Unis, puis mettons 1 milliard global. Mais lui, on parle peut-être un 500-600 millions aux États-Unis, fait qu'il ajoute le monde à ça, et c'est un film qui va être très payant sur le monde parce que c'est une franchise connue mondialement. Que tout le monde ou presque a joué aux jeux vidéo. Puis l'Asie va sûrement sortir fort. Oui, tout à fait. Non, moi je m'attends de gros chiffres au box-office. On pourrait peut-être aller jusqu'aux 2 milliards. C'est comme, rendu là, c'est pas des prévisions que d'habitude les studios font parce que c'est tellement gros qu'à un moment donné, c'est rare qu'on voit des prévisions de 800 millions aux États-Unis. Ça arrive, mais on va toujours dire 400-500, mettons. Puis le reste est une surprise. Là. Fait que c'est peut-être le cas ici pour Mario. Et surtout d'ouvrir avec une grosse fin de semaine fériée partout, dans beaucoup de places dans le monde, toute l'Amérique du Nord. Fait que ça va sûrement faire plus de 200 millions en fin de semaine. Non, puis tu sais, même si c'est une propriété connue, de l'avoir dans cette mouture-là pour une première fois, je pense que ça va intéresser beaucoup les gens, les fans plus vieux aussi. C'est sûr qu'ils vont aller voir quand même par nostalgie, par affection. Ben oui, c'est ça. Donc, écoute, ça touche là, plusieurs générations de cinéphiles en même temps. Puis honnêtement, c'était le fun de voir aussi quelque chose d'un peu nouveau. Visuellement, c'est quand même très beau. Oui, le design artistique, là, vraiment des mondes, était vraiment époustouflant. Donc, l'animation est impeccable. Oui, tout à fait. Fait que j'aurais peut-être un peu plus d'humour, justement, sachant que ça venait des gars de Teen Titans Go. C'est assez classique. Ceux qui réalisent, c'est pas eux qui ont écrit. Oui, effectivement. Exemple, mais c'était un des scénaristes des Mignons. Mais tu sais, on n'est pas allé... c'est quand même très révérencieux comme approche. Je ne sais pas si c'est du côté de Nintendo qu'on était très protecteur dans ça serait pas étonnant. Pas de mettre de ridicule puis Luigi en bobette, là, puis des affaires de même, là, je sais pas trop. De gag de Surtout pète. que les mignons sont très bobettes et pètes. Oui, là. C'est ça, voilà. Et voilà. Il reste un dernier film à discuter rapidement, le documentaire de l'ONF Au-delà du papier de Oana Soutou
Boudkin-Tirian, qui est un moment quand même charnière de l'histoire aujourd'hui, de l'écrit, où on est en train de tout numériser, les archives de toute l'humanité, là, de la Grèce antique, tout ce qu'on trouve, on mixe ça en numérique puis en stockage dans le cloud. Ben, cette cinéaste-là, qui est, de ce que j'ai lu, fille de cinéaste et de bibliothécaire. Donc, grande passion pour l'écrit. Elle va commencer une espèce de périple à travers la planète pour mieux comprendre comment on peut préserver le patrimoine, surtout elle qui est d'origine roumaine et arménienne, mais elle a aussi la mémoire collective de tout le monde, donc pour pas que tout soit juste rendu plate et juste, ben c'est là que ça existe puis c'est stocké, mais il y a vraiment une vie à toutes ces... L'histoire est aussi physique, finalement. Fait qu'on va mêler quand même dans ce documentaire-là un peu oui, l'intellectuel, mais la poésie dans la mise en image et tout. Là, ça reste quand même très accessible à écouter. C'est donc ce genre de film qui est une quête un peu personnelle, mais qui devient universelle. Donc, dans le pointu, on peut tous s'y rapprocher. Fait que c'est ça pour Au-delà du papier qui prend l'affiche sûrement assez limité, mais dans quelques cinémas, pour l'un Montréal, Québec, peut-être Sherbrooke, Trois-Rivières. À vous de vérifier pour Au-delà du papier. Et j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, mais c'était notre 100e épisode. Hey, ben, bravo. Merci au public présent. Non. Non, mais tu sais, nous, on les numérote pas. Moi, j'y vais plus par date pour se souvenir des sorties qu'épisode 98 ou des choses comme ça, mais ça donne le 100e. Il y a des endroits, des fois, ça va écrire 101e, mais c'est parce que le premier, c'était comme la bande-annonce. Il y a des plateformes que tu peux taguer une bande-annonce comme une bande-annonce, puis il y en a d'autres qui le considèrent comme c'est l'épisode 1 de 30 secondes. Tu sais. Fait que c'est pour ça que ça va peut-être dire 101, mais non, c'est vraiment lui le 100e. Sans tambour ni trompette, ça fait quoi, plus de 2 ans? Là, ouais, pas loin de ça. Donc, On avait fait aussi quelques épisodes spéciaux quand c'était fermé. On prenait des petites vacances des fois. Là. On n'en fait pas 52 semaines par année, mais on en fait plus de 50 parce que les épisodes spéciaux viennent bonifier double sortie comme Bungalow cette semaine, qu'on vous invite à écouter avant ou après votre visionnement pour vous convaincre d'aller voir Bungalow. En fait, là, on a atteint un point que aller au cinéma, là. John Wick est encore là. Si vous voulez plus action, la famille, vous avez Katak joue encore dans plein de cinémas, mais vous avez Super Mario si vous voulez le plus récent. Plus intello, vous avez Air, vous avez Bungalow, vous avez énormément de choses. La Cordonnière, Le Plongeur joue encore dans plusieurs écrans dans sa course, son marathon vers le $1 million. Là, je pense qu'après le week-end, il va être à peut-être 900 000. Ça va être difficile, mais écoute... Mais c'est un beau succès quand même, honnêtement. Oui, vraiment, c'est une belle année pour le cinéma québécois. Donc, ça part très fort, en effet, ouais. Avec La Cordonnière, avec Le Plongeur. Fait que si Bungalow, c'est le genre de film, je sais pas qu'est-ce qu'il vise, mais... Tu sais, Viking avait fait à peu près 280 000. Il était peut-être un petit peu déçu. Mais peut-être qu'avec Bungalow aussi, si on peut aller chercher un 300 000 pour le genre, là, je pense que ça serait un bon succès. Honnête. 500 000, ça serait comme fou, là, parce que c'est un peu niché. C'est quand même un 13 ans et plus, finalement, juste de certains propos. Mais regarde, cette semaine, 2 de nos coups de cœur de l'année déjà chacun, Air puis Bungalow. Fait que... Sortez au cinéma, messieurs, dames. La semaine prochaine, dans le film de genre, entre autres, la comédie d'horreur Renfield avec les deux Nick Cage puis Nick Hoult. Très curieux de voir ça, un 90 minutes du comique sanglant avec Aquafina aussi. Si en fait, il est une suite à Dracula, finalement. OK. À lui de Bram Stoker, c'est ça? Oui, en fait, puis je pense même au film de Universal, le classique. En fait, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont pensé. Fait que c'est le même personnage. C'est Dracula. C'est Dracula et Renfield aujourd'hui, finalement. Donc, c'est des personnages mythologiques et tout, là, quasiment. Là, Fait que ça et d'autres choses qu'on discutera la semaine prochaine. Il n'y a pas juste des comédies d'horreur si c'est pas votre tasse de thé. Comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier @monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, comme à chaque semaine, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Plus de détails au monciné.ca où de plus en plus, on ajoute également des chroniques et des entrevues spéciales que des fois, on n'a pas de place pour mettre dans le magazine. Alors, passez y faire un tour au monciné.ca une fois de temps en temps. Et n'hésitez pas non plus, merci, vu qu'on franchit le cap là,
en route vers le 200e épisode. Fait que merci de référer le balado, de noter. On fait pas beaucoup de promos là-dessus, nous autres aussi, mais mettez des étoiles, vous pouvez. Parlez-en à vos amis. Il n'y a aucun problème. Je sais que la plupart aussi ne l'écoutent pas chaque semaine parce que vous n'allez pas au cinéma chaque semaine, mais restez abonnés quand vous voyez un titre qui vous intéresse ou juste les épisodes spéciaux qui sont plus écoutés quand même que les épisodes complets. Mais il n'y a aucun problème. Nous, on veut juste informer les gens de ce qui se passe au cinéma et que le cinéma québécois et international vivent. Ben oui, on veut partager notre passion pour cet art et on vous remercie de nous écouter. On espère que vous apprenez des choses intéressantes et on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn. Puis si jamais vous planifiez de faire des rénovations, pensez-y 2 minutes avant d'embaucher un jobber. C'est peut-être mieux d'aller avec un professionnel. Ça va vous éviter, dis-je, beaucoup de pression sur votre couple. Oui, c'est ça. Calculez tout de suite dans le budget le coussin là, au cas où il y a des frais supplémentaires, des baignoires percées. Voilà, bonne semaine.